Bonjour à tous, c'est Mélisse Mélo, bienvenue dans un nouveau vlog. Comme je suis vraiment une youtubeuse en carton et que je tourne mes vidéos plus vite que je ne les monte, je ne sais pas de quoi je vous ai parlé la dernière fois. Tu vas pas aller t'enrouler dans la caméra s'il te plaît? Donc je ne sais pas, il me semble que je vous ai parlé de On ne naît pas mec de Daisy le tourneur. La question c'est est-ce que je vous ai parlé de Inferno de Dan Brown. Je pense que je l'avais commencé. Mais du coup je sais pas si je vous ai fait un petit bilan, donc écoutez, dans le doute reprenons. La double sieste n'est pas exactement une double sieste, hein, donc je suis accompagnée, ce qui va m'interrompre pas mal je pense dans mes pensées et dans ce que je vous dis. Du coup Inferno de Dan Brown, j'ai lu le Da Vinci Code et enfin Ange et Démon, ou dans l'autre sens je sais plus, il y a je pense 10 ans voire plus maintenant. Plus de 10 ans et j'en garde un super bon souvenir. Je me suis rendu compte en commençant Inferno et en allant sur Livre Addict tout ça qu'en fait j'ai raté le tome 3. Je pensais que c'était Inferno le tome 3 mais en fait c'est le tome 4. Heureusement ça n'a aucune incidence a priori sur l'histoire puisqu'on va suivre à chaque fois une enquête menée par Robert Langdon qui est un éminent chercheur et professeur en symbologie qui est extrêmement pointu dans l'histoire de l'art. Et donc du coup ça va, je me suis pas sentie perdue parce que globalement ça peut a priori se lire de façon complètement indépendante. S'il y a des références au tome précédent, je les ai ratées. Oups, dommage. Mais j'ai pas eu l'impression de passer à côté de choses de ouf en fait. Donc très contente de retrouver le côté culturel de ces histoires parce qu'en fait chaque chapitre, chaque lieu, chaque description, c'est full référence culturelle et en particulier l'histoire de l'art. Donc du coup on est transporté de tableaux en sculpture, en musée, en architecture. À chaque page il y a quelque chose et ça je trouve ça absolument génial. Ça donne envie de lire. En l'occurrence Inferno c'est basé autour de l'enfer de Dante, enfin la Divine Comédie du coup. Donc forcément ça donne super envie de le lire. L'auteur à chaque fois réussit à construire tout un mystère, toute une histoire, toute une file d'indices qui s'enchaînent les uns après les autres, de déduction en hypothèse et d'hypothèse en vérification. En ce qui concerne le personnage de Robert Langdon, j'ai pas forcément d'affinité particulière avec, hein, voilà, c'est un bonhomme sympathique. Il y a quelques éléments qui reviennent systématiquement dans chaque tome, je pense, qui construisent hein, ce personnage, notamment sa claustrophobie, je pense, et je crois qu'il a le vertige aussi, je sais plus. Mais voilà, des petites choses comme ça qui rendent imparfait le héros. Mais c'est pas vraiment pour ça en fait qu'on lit l'histoire. Je trouve que l'aspect polar, énigme, enquête est pas trop mal mené. Après les retournements de situation, je les ai un peu vus venir de loin. Donc ça c'est pas non plus le point fort du roman, mais encore une fois c'est peut-être pas pour ça que je le lisais. Ce qui est sûr c'est que ça m'a donné envie d'en lire d'autres. C'est toujours pareil en fait quand je lis des... Est-ce qu'on peut appeler ça un policier en tant que tel? Je sais pas. Polar, enquête, que sais-je. Ça me donne envie d'en lire d'autres, hein, ça c'est sûr, mais bon bah voilà, c'est pas non plus mon genre de prédilection, donc c'est sûr que j'en lis pas énormément. Je vais essayer cet été, parce que j'aimerais bien lire d'autres Giorgio Pulizzi aussi, donc voilà, si j'arrive à me mettre un autre Robert Langdon, bah le 3e tome du coup, puisque je crois qu'il y a un 5e ou 6e, je ne sais plus, qui sort en septembre là, donc voilà, ce serait pas mal. Je l'ai écouté en audio, le narrateur était franchement pas mal, ça s'est bien passé. Il y a juste un truc que j'ai noté, c'est en tout début de roman, quand on introduit un des personnages secondaires qu'on va quand même suivre pas mal, qui est un personnage féminin. Et j'ai trouvé que la description n'était pas terrible. Voilà. Alors après, est-ce que ça provient de la traduction ou est-ce que c'est vraiment la plume originale qui... Enfin, il y avait 2-3 petites choses dans sa description qui m'ont moyen plu. Après, je me suis préparée du coup en entendant cette description dès le début à ce que les descriptions d'autres personnages féminins soient vraiment, enfin peut-être un peu border ou limite, mais
en fait ça a été, voilà, c'était pas catastrophique. Écoutez, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu relativement vite et comme je le sors de ma palle après un temps absolument infini, il me rapporte 4 points. J'ai enchaîné avec ma lecture de Les Dames du Lac, enfin le tome 2, Les Brumes d'Avalon, je crois. De Marion Zimmer Bradley. Oui, c'est une autrice extrêmement controversée. Je l'ai appris en suivant les vidéos de Margot Liseuse, mais ça fait quelques temps hein, qu'elle le dit. Voilà, écoutez, je les avais, j'avais déjà lu le tome 1, je voulais lire le tome 2, c'est chose faite. La question c'est est-ce que j'ai ou pas le tome 3 dans ma pile à lire. Il paraît-il que c'est une trilogie. Après, Margot Liseuse a l'air de dire que ça se lit, enfin que le 3e est plus indépendant, ce qui au vu de la fin du 2e ne m'étonne pas tant que ça. Donc bon voilà, est-ce que je verrai une fois que j'aurai récupéré ma pile à lire complète. Hein. J'ai mine de rien passé un bon moment parce que cette, est-ce qu'on peut dire réécriture du mythe arthurien, du mythe et légendes arthuriennes, c'est vraiment ce que je connais pour le coup. Contrairement à Excalibur où en fait on part vraiment sur des choses très originales, très différentes. Là on est quand même sur une base qui est connue, enfin je pense de la plupart des gens qui aiment les mythes et légendes arthuriennes. On retrouve les personnages, on retrouve leurs relations, on retrouve beaucoup de choses et j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de scènes de sexe. Alors non pas décrites au point qu'on puisse dire que c'est du smut, c'est le nouveau mot. Mais voilà, il y en a, je trouve, qui sont... Ah, est-ce qu'on peut dire que c'est pas essentiel ? C'est vrai que c'est beaucoup de complots et de scandales qui sont basés voilà, sur des relations charnelles, n'est-ce pas? J'ai aimé suivre Morgane, j'ai aimé suivre ses pensées, j'ai aimé suivre Morgause, les Chevaliers de la Table Ronde, Mordred, voilà, tout ça c'est des personnages que j'étais ravie de retrouver. Le caractère d'Arthur que j'apprécie beaucoup. Je me souviens que j'avais eu un petit reproche à faire, il me semble, sur la plume dans le premier tome que j'ai écouté. Et en fait, je ne l'ai pas ressenti là, dans celui-là. C'est vrai que les choses vont peut-être un peu vite, mais en même temps, il y a énormément de choses à raconter dans cette partie de la légende. Plein d'événements qui s'enchaînent, donc forcément, on ne peut pas s'attarder à chaque fois sur tous. Voilà, franchement, il n'y a pas à dire, j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Voilà. Ensuite, j'ai poursuivi avec un essai. J'ai lu « Tu seras un homme féministe, mon fils » de Aurélie Blanc, je crois, que je ne peux que vous recommander. Voilà, au même titre que je vous ai recommandé On n'est pas mec de Daisy Le Tourneur. D'ailleurs, elle interviewe à un moment Daisy Le Tourneur. Après, je pense que c'est une sphère où voilà, tous les écrits se rejoignent finalement un petit peu, non pas qu'on tourne en rond, mais bon, chacun va piocher chez les autres des recherches qui ont déjà été menées, etc. Donc finalement on retombe un peu sur les mêmes chiffres, les mêmes recherches. C'est juste que le point central de chaque livre n'est pas le même, le sujet n'est pas le même. Là je l'ai trouvé super intéressant. Donc l'idée c'est de dire que à chaque fois qu'on regarde un peu les manuels d'éducation ou tout ce qui a trait à l'éducation féministe, c'est orienté pour les parents ou directement les enfants de sexe féminin en fait. Donc on éduque les filles à être plus fortes, plus indépendantes, à pas se laisser marcher sur les pieds, à aller chercher l'égalité, la place qui leur revient, etc. Sauf qu'en fait, il n'y a rien qui a été écrit à ce stade pour les garçons, voilà, pour leur dire que ils sont pas obligés d'être durs, forts, qu'il n'y a pas forcément un culte de la performance à tout prix, qu'ils peuvent être doux, rêveurs, gentils. Ça, c'est des choses qui sont pas écrites, qui sont pas représentées, que ce soit dans la littérature, dans la pop culture, etc. Donc forcément, il y a énormément d'interrogations quand on a un garçon, je trouve, en tant que féministe, et c'est moi-même des inquiétudes que j'ai maintenant. Donc du coup, je l'ai trouvé très bien fait. Voilà, il y a pas des solutions ni des méthodes toutes faites, bien sûr, mais des pistes de réflexion sur comment avoir une éducation plus égalitaire.
en tout cas qui mène vers le féminisme sans être plus dur envers un petit garçon qu'envers une petite fille. Et puis bien sûr ce rappel que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement je ne sais pas, mais qu'il y a la société et les autres adultes autour et l'école et les autres enfants qui vont prendre une part extrêmement importante dans ce développement et qu'en tant que parents, on n'a pas toutes les clés et on ne peut pas tout faire changer. Et que c'est des progrès à faire à l'échelle de la société et franchement je vous engage à lire ce livre qui est très court comme beaucoup d'essais mais qui a le mérite de faire beaucoup réfléchir sur notre vision stéréotypée de la vie, même quand on croit qu'on est en bonne voie de déconstruction. Malheureusement il y a quand même énormément de biais sexistes dans notre quotidien. Donc voilà, je vous encourage à le lire. Et ensuite, j'ai commencé deux choses. J'ai commencé Nous rêvions juste de liberté parce que je l'ai eu gratuitement sur Audible. Je sais pas pourquoi, il était sans crédit celui-ci. Peut-être que c'est encore le cas dans vos abonnements. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que je passe un très très bon moment. Alors pour le coup, en termes de stéréotypes de genre, on est quand même... Voilà, parce qu'on parle d'ados de sexe masculin, de milieux sociaux relativement faibles et là très clairement on le sent dans la description des personnages, dans leur façon de parler, d'échanger, dans leur hobby, dans ce qui compte pour eux, que on est en plein dans le mal adolescent de base. Cela dit, voilà, le titre veut tout dire. Nous rêvions juste de liberté. Donc c'est un jeune en particulier qui s'appelle Hugo, qui n'a pas eu un début facile dans la vie, voilà, et qui essaye juste de se construire une identité avec un groupe de copains, avec pour objectif suprême d'être libre en fait. Je ne l'ai pas terminé, je sais d'ailleurs pas trop où j'en suis, peut-être à la moitié. Non, j'ai écouté 4h45 sur 11, je sais pas du tout, enfin j'ai une petite idée de vers là où on va, mais je suis pas trop sûre encore. Je passe un bon moment, là aussi, c'est très différent de ce que j'ai pu lire, c'est du contemporain, a priori. Mais c'est super bien écrit, on est sur, je pense, le Hugo qui a rédigé son histoire en fait, donc on est vraiment sur du parler adolescent, du langage très oralisé, mais c'est super bien fait. Vous savez que moi j'ai du mal avec le langage oralisé quand c'est écrit, mais là en fait c'est vraiment très très bien fait. Je suis complètement embarquée par cette histoire et par sa façon de raconter et par la description des sentiments, cette révolte qui couve, cette révolte adolescente en fait et cette quête d'identité, voilà, que je trouve extrêmement bien rendue. Donc j'ai hâte de voir où on va aller et de voir si ça correspond à ce que j'imagine. Voilà. Et enfin, dernier livre que j'ai commencé, mais genre là, tout juste, parce que Mélo, elle voulait le terminer cette semaine. Est-ce qu'elle l'a terminé cette semaine? Je ne sais pas. L'idée étant qu'on vous en fasse une comparaison, j'ai commencé sur ma liseuse, qui doit se trouver pas très loin. Sous la caméra bien sûr. J'ai commencé Du côté sauvage de Tiffany McDaniel que je lis en VO. Alors c'est très bien écrit, c'est tellement bien écrit que y a certaines phrases que je dois relire quand même pour être sûre de bien comprendre le contexte, parce qu'il y a un aspect très poétique dans le choix des métaphores. Donc forcément, qui dit métaphore poétique dit que les mots sont pas forcément utilisés dans un contexte courant et donc à replacer. C'est pas forcément évident, d'autant que là il y a quand même pas mal de vocabulaire, que en plus je suis vraiment qu'au tout début, je suis même pas sûre d'avoir lu 2 chapitres. On est quand même sur des descriptions d'un milieu de vie assez trash dans les années 70. On va suivre 2 sœurs jumelles qui vivent avec leur mère et leur tante, qui visiblement se droguent et ont comme activité d'être en fait des prostituées. Voilà. Donc voilà, il y a description d'un habitat assez sordide, des expressions aussi
dans le langage que je n'ai pas forcément l'habitude de lire. Donc voilà, je pense que c'est aussi un effet de retourner à l'anglais alors que j'ai lu en français quand même pas mal ces derniers temps. Je viens vraiment juste de le commencer, mais c'est juste que là, ma liseuse m'annonce 16 heures de lecture à ce rythme-là. 16 heures, ça me paraît énorme en fait. 16 heures en audio, quand on doit passer son temps à faire des pas et des pas et des pas et des pas pour bercer un bébé la nuit, ça va. En tenant une liseuse, c'est quand même déjà plus compliqué. Donc voilà, je pense que je vais beaucoup vous parler de livres audio prochainement. Encore faut-il que j'en trouve d'autres, mais j'ai quelques idées par rapport à ce qui est dans ma pile à lire, de ce que je peux trouver en audio. Je pense notamment à Orgueil et Préjugés par exemple. Non, c'était pas Orgueil et Préjugés, c'est Raison et Sentiment que je dois lire encore de Jane Austen. J'en ai encore 2-3 classiques comme ça que j'ai dans ma pile à lire et que je pourrais écouter en audio. Le seul truc, c'est que je me vois pas les écouter en anglais. Je sais que Mélo a passé ce pas, moi je le sens pas. Faudrait que je trouve un truc pas trop long pour me donner confiance, je pense. Mais du coup voilà, je me sens pas trop de tenter ça encore. Et c'était quand même dans ma pile à lire en anglais, donc j'aurais aimé les lire dans le texte, mais là en plus du vieil anglais, je pense à Raison et Sentiment, ça me paraît un peu hors de ma portée. Voilà, c'est tout pour ce long rush. Sur ce, je vous laisse. Est-ce que c'est une fin de vidéo ou est-ce que c'est juste une fin de rush? Je ne sais pas. Donc, dans le doute, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt.